Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi, cette émission consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine. Ce jeudi, le jeudi dernier notamment, le président de la République, le président Patrice Talon, a eu à animer une conférence de presse avec la presse nationale et internationale. Au détour de cette sortie médiatique, il a eu à opiner sur certains sujets brûlants de l'actualité, notamment la proposition de révision constitutionnelle initiée par le député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain. Il a eu également à donner sa position sur la crise politique que traverse le Sénégal et également sur le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Il n'a pas occulté également de donner des éclaircissements sur la mise à retraite forcée des forces de défense et de sécurité. Pour en parler de façon équilibrée ce samedi, je suis en compagnie de Georges Anagonu, socio-anthropologue, analyste politique. Il sera face à Habib Arandessi, qu'on ne présente plus. Il est un activiste politique de l'opposition. Avec eux, nous parlerons également des nouvelles mesures qui ont été annoncées par la hiérarchie de la police républicaine, notamment la répression liée aux motos non immatriculées qui démarre début mars, ainsi que le port de casque obligatoire aux deuxième passagers des motos. Avant de retrouver les invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, cette pub qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée académique, pour l'année académique, autant pour moi, 2023-2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je suis en compagnie de Habib Arandessi. Bonjour. Bonjour Kader. Ça fait un sacré bail. Merci d'être à nos côtés. Bonjour également à Georges Anagonu. Bonjour Kader, bonjour aux internautes de SAE TV. Georges Anagonu, le président Patrice Talon a eu à animer une conférence de presse jeudi dernier. Le président de la République s'est prononcé sans tabou sur des sujets brûlants de l'actualité. Est-ce que, de façon ramassée selon vous, il y a eu un plus dans le débat? Ah oui, absolument. Si vous voulez savoir s'il y a eu un plus, vous savez, à chaque fois qu'un chef de l'État il sort pour parler, c'est qu'il sait que les citoyens sont en attente de quelque chose. Les citoyens se posent une certaine question. Les citoyens ont des préoccupations et que par rapport à ça, on a besoin de ton intervention. Et donc, c'est ce qui s'est passé hier. Parce que ces temps-ci, vous connaissez les sujets brûlants. Il y a le sujet sur la modification de la révision de la Constitution, d'accord. Il y a le sujet sur les militaires mis à la retraite et les sujets de tous les jours. Il y a les sujets par rapport à la situation au Niger, les relations entre le Bénin et le Niger. Donc, le chef de l'État n'a pas occulté ces sujets-là qui sont des sujets qui préoccupent les Béninois actuellement. Donc, la sortie, elle est opportune. Parce qu'il fallait que le chef de l'État vienne nous répondre, vienne nous dire ce que lui pense en tant que premier citoyen de ce pays, qu'est-ce qu'il pense de tous ces sujets. Et là, il l'a fait certainement. Et tout à l'heure, peut-être dans vos questions, nous essaierons de voir quelles sont les réponses qu'il a données. Est-ce que les réponses sont appropriées ou pas? Est-ce qu'il est venu changer quelque chose? C'est-à-dire que quand les Béninois ont fini de l'écouter hier soir, est-ce que ce matin, chacun a une idée claire de la situation? Ça, on aura l'occasion d'en parler. Avant de revenir pour
pour les détails, Habib Arandessi. Est-ce que pour vous également, cette sortie était opportune? Est-ce que vous avez pu retenir en toute impartialité, sans le manteau de votre appartenance politique, est-ce que vous avez retenu quelque chose de la sortie médiatique du chef de l'État? Alors, déjà, le fait de sortir, c'est opportun. Et nous l'avions demandé plusieurs fois à travers nos interventions. C'est normal qu'il sorte. Mais c'est le contenu qui importe ici. Est-ce que, comme M. Anagon le disait tout à l'heure, est-ce que sa sortie réellement a éclairé les antennes? Est-ce que sa sortie a fait évoluer le débat? Je pense que sur certains points, oui, mais sur d'autres points, voilà, c'est la même chose. Et bien, on aimerait qu'il y ait du nouveau. Voilà, donc dans l'ensemble, je pense que c'est bien de se prononcer, surtout quand il y a une certaine inquiétude au sein de l'opinion. Mais ce qui est encore plus important, c'est lorsqu'on sort, lorsqu'on intervient, lorsqu'on opine, lorsqu'on invite la presse, que nous ayons de la matière et que le débat évolue. Et que le débat évolue. Alors, la grosse attraction autour de cette sortie médiatique, c'est notamment les propos tenus par le chef de l'État pour dissuader les uns les autres d'une éventuelle volonté, de ces intentions-là qui lui sont prêtées à tort, de ce qu'il souhaiterait briguer un troisième mandat. Il s'est désolidarisé de la proposition de révision constitutionnelle qui a été initiée par le député Hassan Tseibou. Vous, en tant qu'analyste politique, comment, de façon juxtaposée, vous analysez ces deux faits? Ouais, effectivement, il faut déposer la tête, il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir, et à tête reposée, et analyser ce que le chef de l'État a dit. Je ne tire pas forcément la conclusion que vous êtes en train de tirer tout de suite. Quelle était la situation dans laquelle nous étions? Les élections s'approchent. Pour la première fois, on va organiser les élections générales dans notre pays pour qu'on n'aille pas d'élection en élection et qu'on répète tous les jours et qu'on sait que ça nous coûte cher. Donc c'est une bonne idée d'aller aux élections générales. L'initiative est salvatrice. L'initiative elle est salvatrice. Encore que, il fallait bien penser les choses, bien agencer les dates, parce que c'est pour la première fois qu'on va à ces élections. Donc, il fallait tenir compte de tous les éléments. Le parrainage, les questions qu'on se pose aujourd'hui. Qui est-ce qui va parrainer, qui est-ce qui ne va pas parrainer? Eh bien, il fallait régler tous ces problèmes-là. Le chef d'État a clarifié cela, il a donné son opinion sur l'esprit de cette législation. Je vous ai dit, calmez-vous, on va y arriver. Non, je suis calme, très calme. Donc, la situation était celle-là. Il fallait corriger quelque chose. Alors, quelqu'un a saisi la Cour constitutionnelle. Quelle mouche l'a piqué, je ne sais pas. Qui est-ce qu'il est, je ne veux pas savoir. Mais quelqu'un a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas traité exactement la question que le requérant a posée, mais la Cour constitutionnelle a profité pour donner une réponse sur les difficultés qu'il y a dans le code électoral à venir. Et la Cour a été claire et demande aux députés, fait injonction en quelque sorte aux députés d'aller se réunir et de corriger cette histoire de date et que on puisse savoir quand est-ce que les élections auront lieu et par rapport à qui est-ce qui doit parrainer en ce moment-là. Je pense que c'était ça la question. C'est ça la question. Donc, dès que la Cour a rendu sa décision, c'est tout comme si le chef de l'État, oui, voilà, c'est normal, un chef de l'État, il a des conseillers et tout, des conseillers juridiques et tout, qui pouvaient expliquer les implications de cette décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est ça l'interprétation aujourd'hui. Certains pensent que pour exécuter la décision de la Cour constitutionnelle, on n'a pas besoin d'aller toucher à la Constitution. Or, les questions de date sont dans la Constitution. D'autres pensent qu'on peut régler la question des dates sans toucher à la Cour constitutionnelle, sans toucher à la Constitution de notre pays. Et donc, le chef de l'État a reçu les gens, a reçu les groupes parlementaires, pour qu'il y ait une certaine... Il y a pas de consensus pour qu'on puisse y aller. Donc, à la sortie, les démocrates ont fait le point de ce qu'ils ont dit avec le chef de l'État. En parlant des deux propositions que le chef de l'État leur a dit, est-ce que c'est les députés actuels et les élus actuels qui vont parrainer l'élection du président de la République pour 2026, ou si c'est les anciens et ceux qui seront élus en 2026 qui vont parrainer. Et il a analysé, il a argumenté, il a pour dire que lui, il pense que c'est éthique et c'est légal que ce soit les nouveaux élus qui parrainent les nouvelles élections, que c'est ce que lui pense. Mais il y a les deux possibilités, que ce soit ceux d'aujourd'hui qui parrainent
où en ce moment les complications de date existent, ou qu'on laisse à ceux qui seront élus en 2026 pour parrainer les élections du président de la République. Alors, à cette sortie, c'est les démocrates qui ont déjà fait le point de leur rencontre avec le chef de l'État et qu'on savait qu'il y avait 2 propositions sur la table et en ce moment, il n'avait pas été question du tout de toucher à la Constitution. D'accord? Alors, la sortie du BR a été que l'honorable Hassan a été déposé une proposition de révision de la Constitution sur la table. Alors la confusion est venue. On a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont alors? Si le chef de l'État les a reçus, on suppose qu'il a dit la même chose. Mais qu'est-ce qui... Même rappelez-vous, même Oden a fait, l'honorable Oden Adate a fait une première sortie sur une télé et qu'il disait que eux, ils ne sont pas encore allés sur le terrain de la révision de la Constitution parce qu'ils savent ce que ça fait pour le Béninois. La charge émotionnelle qui entoure notre Constitution pour le Béninois et que dès qu'on dit qu'on veut modifier la Constitution, ce que ça fait pour le Béninois. Et que c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés là. Donc nous avons 3 positions. Nous avons les démocrates qui disent il n'est pas question de... Maintenant, le chef de l'État, lui, sa position à lui... Oui, je vais vous expliquer. Oui. Le chef de l'État, dans sa sortie hier, nous dit il ne faut pas toucher à une virgule de la Constitution. D'accord? Mais il a parlé avec... Et rappelez, quand les choses sortent, il faut remettre chacun à sa place. Lorsque Hassan Seyibou disait, par exemple, qu'ils sont allés jusqu'à parler même d'écouter le mandat du chef de l'État, moi j'étais sceptique. J'ai dit, mais le chef de l'État ne peut pas. Et ça parce que le mandat du chef de l'État est constitutionnel. Et donc, on ne peut pas se lever et dire, bon... C'est comme si on avait fait plaisir en augmentant 45 jours au chef de l'État et que aussi aujourd'hui encore on veut lui diminuer 3. Non mais on peut pas malmener notre constitution comme ça. Je disais ça, mais le chef de l'État a confirmé hier dans sa conférence qu'ils ont effectivement parlé de ça et que lui il a dit que si il faut la paix, à cause de ça il faut écouter ça et son mandat que lui il n'est pas contre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi j'ai dit ce matin est-ce que les Béninois sont clarifiés? Le chef de l'État a dit que mais lui, il est là. Si les députés s'en vont faire leur travail et lui ramènent une loi, que lui va promulguer cette loi-là. C'est là où se trouve le nez. Il faut le dire aujourd'hui. Le chef de l'État dit, moi, je ne veux pas. D'accord? Il est le patron de la majorité présidentielle. Majorité présidentielle. Donc, vous le dites qu'Hassan Seyibou n'a rien fait sans son consentement. On peut dire ça aujourd'hui à partir de ce que le chef de l'État a dit. On peut le dire. Mais le chef de l'État n'a pas dit. Le chef dit, je ne veux pas qu'on modifie la Constitution. Donc, mais au moins, s'il est d'accord que si on modifie ça et son mandat, si on écoutait son mandat, lui, il est d'accord. C'est pourquoi il faut voir quelles sont les amplifications de cette histoire-là. C'est pourquoi je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? C'est à quoi moi je veux m'en tenir. Et pour tenir les députés avec, c'est que le chef de l'État a dit, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. C'est ce que le chef de l'État a dit. Et donc, étant le président de la majorité présidentielle, il peut aussi donner ce conseil à ses députés à lui, et donc on n'arrivera pas, parce que ce qui agite aujourd'hui, si on disait on veut seulement modifier le code électoral et que ça n'a pas de problème, personne ne parlera. Mais la modification de la révision de la Constitution pose problème. Et comme je viens de le dire, la conférence de presse d'hier, cette porte que le chef de l'État a laissée ouverte en disant, mais c'est eux qui sont les députés, s'ils amènent une proposition, moi je vais promulguer, mais avant qu'ils ne promulguent, mais c'est cohérent ce qu'il dit quand même. Je reviens dans un instant, Georges Anagonou, Habib Arandessi, sur la question du 3e mandat, puisque la plupart des personnes qui sont hystériques, qui ont cette aversion contre la révision de la Constitution, c'est que pour la plupart du temps, les révisions sont opportunistes, les révisions sont effectives ou effectuées, j'allais dire, pour offrir un 3e mandat aux locataires de la Marina. Et dans le cas d'espèce, le président de la République a eu à rappeler que dans la Constitution du Bénin, il est bien mentionné que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Ce qui veut dire que ce soit Nouvelle République, 3e République, quelle que soit la République qui change, c'est que le président de la République, dès qu'il finit 2 mandats dans sa vie, il ne peut pas revenir 3e fois. Est-ce que cela ne veut pas faire taire toutes les polémiques? Alors, déjà, on ne révise pas une constitution pour seulement donner un 3e mandat à un chef d'État. On peut réviser une constitution pour exclure une partie de la classe politique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au sommet de l'État entre le président de la République et ses amis à l'Assemblée nationale s'appelle de la supercherie. C'est de la supercherie et nous avons déjà vu ça en 2019 à la veille des élections législatives. On a déjà vu quelque chose de pareil.
que cela ne vous étonne point. On a déjà vu, lorsque le chef de l'État invite toute la classe politique, notamment l'opposition au Parlement, et non, si j'étais vous, je ferais tout pour aller à cette élection, allez vous revoir à l'Assemblée nationale, que tout le monde puisse aller trouver un consensus pour que tout le monde puisse être présent aux élections. Quand nous sommes allés au Parlement, qu'est-ce qui s'est passé? Le débat n'a pas évolué, sachant très bien que la majorité qui était au Parlement était une majorité présidentielle, c'est-à-dire le patron. Il y en avait qui ont réuni la signature. Écoutez, si le président de la République, si nous suivons ces déclarations, et s'il était animé d'une intention, de l'intention là d'organiser des élections inclusives, je pense que ce qui est dit au palais, c'est ce que nous allons remarquer au Parlement du moment où il est le chef de cette majorité. Disons les choses terre à terre. Alors, c'est la même chose que nous suivons aujourd'hui. J'ai suivi la conférence hier et le chef de l'État dit « Je ne veux pas qu'on touche une seule virgule de notre Constitution. » Et dans le même temps, il revient pour dire « Mais si les députés, vous comprenez un peu, ils se désengagent, ces députés et lui, les deux forment un seul groupe. Ce qui est sûr, l'opposition n'ira pas à une révision. L'opposition dira non à une révision. Et c'est clair, ils l'ont dit. Maintenant, ceux qui agitent l'opposition au sein de l'opinion, ceux qui agitent l'opposition jusqu'à agir en conséquence, en introduisant une loi de révision de la Constitution, c'est la majorité. C'est le BR. Et si cette majorité décide de réviser la Constitution et qu'on révisait, malheureusement, si on révisait cette Constitution, on remet ça au chef de l'État. Lui qui ne veut pas, il va mettre son cachet pour dire, bon, c'est les députés. Vous comprenez ce qui se passe, c'est de la supercherie. Maintenant, pourquoi nous nous retrouvons... Parce qu'il est contre une initiative de révision constitutionnelle et que si les parlementaires sont... Qui sont ces parlementaires? On ne peut pas parler hors contexte. En l'état, l'Union progressiste de renouveau, le Bloc républicain n'ont pas le quota de députés conséquent pour obtenir une révision constitutionnelle. Il faut forcément l'approbation des démocrates. Alors, si les parlementaires, que ce soit Union progressiste de renouveau, Bloc républicain et les démocrates s'entendent pour une révision constitutionnelle, le président de la République n'a pas le choix que de promulguer. Non, écoutez, c'est comme si on parlait hors contexte. Nous parlons dans un contexte où il y a une majorité au Parlement qui sont tous de la mouvance. Une minorité de blocage. Il y a une minorité. De blocage. Oui, une minorité. De blocage. Ce qui est sûr, moi, je dis, par rapport, c'est vrai que je mets ça en griffe, c'est vrai, mais j'estime que l'opposition a été quand même très claire. Une révision de notre Constitution ne passe pas. Maintenant, pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation? Comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Parce que si on n'explique pas aux gens pourquoi nous sommes dans cette situation, les gens ne vont pas comprendre. Alors pourquoi? C'est le fait. Parce que c'est eux-mêmes qui ont révisé cette constitution en 2019. Et ils ont donné 45 jours au chef de l'État. Ils ont introduit le parrainage. Juste pour s'accrocher au pouvoir. Juste pour écarter l'opposition. En vrai, c'est ça. Maintenant, ils ont commis l'erreur. Il y a des choses on ne peut pas désacraliser une constitution comme ça. Ils ont saccagé notre constitution en y mettant des dates. C'est tellement grave. On touche une petite virgule. Écoutez-moi. Si on doit rester vraiment sérieux, vous touchez une seule virgule du code électoral. Si vous avancez une date, ou bien vous reculez une date, vous rendez, c'est-à-dire, il y a une certaine, c'est-à-dire, ce code devient contraire à la Constitution. Tout simplement parce qu'ils ont mis une date. Les vrais constitutionnalistes vont vous dire, si on touche le code, on doit toucher la Constitution. Alors vous en êtes conscient? Oui, c'est ça le réel problème. Et pourquoi? Parce que nous avons connu des députés qui veulent, c'est-à-dire à tout prix, mais est-ce que à tout prix servir un chef d'État qui voulait avoir des jours. On parle d'avenir. 2019 est derrière nous aujourd'hui. Il y a eu un dialogue politique national pour régler certaines choses quand même. Alors aujourd'hui, il y a un problème qui est posé par rapport au chevauchement des dates et d'une période et autre. Alors, vu que, selon vous, des constitutionnalistes vous ont dit que
réviser le code électoral induit forcément une révision constitutionnelle, encore que d'autres estiment que ce code électoral peut être modifié sans une révision constitutionnelle. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour véritablement que les élections de 2026 se tiennent en cohérence avec l'esprit de la réforme? Alors, déjà, je voudrais corriger quelque chose. Nous sommes dans une certaine complicité, dans une certaine complexité. Le sujet de révision actuelle, là, c'est tellement complexe que vous ne pouvez pas l'analyser de façon banale. Vous devez tenir compte de tout ce qui s'est passé. Pourquoi nous nous sommes retrouvés à ce niveau aujourd'hui? Donc, quand vous dites que le 2019 est derrière nous, non. Et tout ce que nous avons vécu en 2019, c'est les mêmes choses pratiquement nous vivons aujourd'hui. Alors, pour moi, je dis, la révision de la Constitution ne pose même pas un problème. C'est qui sont ceux-là qui veulent réviser? Qu'est-ce qu'ils veulent réviser? Dans le même temps où nous estimons que c'est un groupe, nous estimons que c'est une famille politique. Nous voyons une partie qui sort pour dire, non, on n'a jamais parlé de révision. Le chef de l'État n'est pas demandeur. Nous, on n'est pas impliqués. Et en soudit, on introduit une loi de révision. Vous aussi. Merci, Habib. Vous aussi, c'est de la supercherie. Et il y a quelque chose, suite à cette conférence du chef de l'État, moi, je dis, puisque on dit enfant et non ton quand tu connais le gaucher, tu sais comment il agit. Derrière cette sortie du chef de l'État hier, je pense qu'il y a beaucoup de choses, ou bien avant-hier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette sortie et nous devons rester très très vigilants. Jean Anagonu, voilà. Il y a un problème. Le problème c'est, est-ce que, puisque en croit le président Patrice Talon, selon l'esprit de la réforme, ce sont les députés élus en 2026 qui doivent en principe parrainer les candidats à la présidentielle de 2026. Ouais. Mais tel que la Cour constitutionnelle a eu à orienter sa décision, c'est les députés actuels qui doivent parrainer pour 2026. Et il a eu à le faire savoir, qu'il lui a rapporté qu'il y a des parlementaires aujourd'hui qui veulent coûte que coûte avoir le mot à dire en 2026. Alors, il y a un chevauchement de période et une question de légitimité, d'égalité et de légalité. Alors, face à tout ceci, à tout ce tambourio, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour qu'on puisse avoir des élections générales, premièrement au Bénin, apaisées? Parce qu'il y a un problème qui reste là, qui subsiste, malgré tout. Oui, je pense qu'il faut simplifier les choses. Oui, comment? La situation, elle est compliquée. Comme disait... Et il faut résoudre le problème aussi pour l'avenir, pour 2031. Comme elle est compliquée, nous pouvons essayer de la simplifier pour pouvoir régler ça. C'est-à-dire aller pas à pas. D'accord? Que en 2019, il y a eu des erreurs, c'est un fait. C'est un fait. C'est humain. Et c'est humain. Non. Moi, j'ai déjà dit, lorsque j'ai des groupes de travail au niveau de mes étudiants et que je confie un thème à un groupe de travail qui ratent ça, je ne leur confie plus, je préfère confier à d'autres. Car au même. Ça, il faut, parce qu'ils ont reconnu, nous avons fait des erreurs, et quand nous avons fait des erreurs, il faut assumer, il faut s'attendre qu'il y ait des sanctions par rapport aux erreurs que vous avez faites. D'accord? Nous trouvons dans une situation complexe aujourd'hui. Mais moi, je m'en tiens à ce que le chef de l'État a dit. Il dit, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Et il dit, moi, je pense que ce serait légal et légitime que ce soit les députés de 2026, nouvellement élus, qui parrainent. En ce moment-là, il est question de régler les dates, il est question de faire un réglage, le délai de dépôt ou de truc, il suffit de régler, de faire un réglage à ce niveau-là, et on pouvait passer. Ce qu'on soupçonne les gens de faire. Parce que moi, je le dis, lorsqu'on dit, on n'a pas touché aux fondamentaux de notre Constitution. C'est vrai. Mais en 2019, on n'a pas touché aux fondamentaux. Mais nous savons ce qui s'est passé après. Les lois sont chrysogènes. Attendez. Alors, les lois sont chrysogènes. D'accord? Donc, qu'il faut que chacun, dans la nation, le chef de l'État a parlé de la responsabilité de chacun, c'est-à-dire de chaque député, de leur responsabilité devant la nation, la responsabilité politique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est alors que le chef de l'État est prêt pour un sacrifice en disant, moi je suis même prêt s'il faut écouter mon mandat parce que ce que je n'ai pas pu faire durant tout le mandat, c'est pas en 3 mois je vais le faire. Mais je demande, je demande ce sacrifice-là aussi du côté des députés. Pour que ceux qui sont là aujourd'hui ne s'accrochent pas au fait que c'est eux qui doivent nécessairement parrainer. Mais là, s'ils le font, est-ce qu'ils ne sont pas en antinomie aussi avec la décision de la Cour?
Parce qu'il y a aussi cet enjeu aussi qui est... Non, si, là, oui. En fait, s'ils montrent leur bonne foi et qu'ils font un travail qu'ils envoient à la Cour a le rôle de régulateur de notre société dans laquelle nous sommes. Donc, en voulant se saisir de ce rôle de régulateur, la Cour saura qu'est-ce qu'il faut faire pour que les élections se passent dans le calme. Parce que si on ne fait pas ça, ce que je ne sais pas s'il y a des maires actuels qui sont en train de réclamer que nécessairement eux, ils veulent parrainer. Je ne les ai pas encore entendus. Et si on finit, c'est une question de quelques jours pour l'installation des nouveaux maires. Aussi, par rapport au calendrier actuel, l'installation des nouveaux maires. La Cour peut donner obligation aux gens, dans le délai imparti, d'installer les nouveaux maires. Ils seront déjà en fonction. Et s'ils sont déjà en fonction, ils peuvent parrainer. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils sont déjà en fonction, si le délai est réglé à ce niveau-là, et s'ils sont en fonction, ils peuvent déjà parrainer. Maintenant, je viens. Vous allez poser votre question après quand j'aurai fini. Et lorsqu'on finit de faire les élections dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on finit de faire les élections, les maires qui sont là, le lendemain même, ils sont déjà considérés comme les anciens maires. Nous tous, on les appelle déjà les anciens maires. Et qu'il y a des actes qu'ils ne peuvent pas poser réglementairement avant d'être remplacés par ceux qui sont nouvellement nommés. Donc, élus. Ceux qui sont nouvellement élus. Oui, bon. Élus et après nommés. Ceux qui sont et après désignés. Désignés par le parti. Ceux qui sont nouvellement nommés. Donc, ce qu'il faudrait que chacun retienne, moi je retiens deux choses par rapport à la position du chef de l'État. Il dit, moi je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. C'est un premier fait. D'accord? Et il dit encore, aux démocrates cette fois-ci, il dit, on ne peut pas modifier la Constitution dans la situation actuelle sans votre volonté. Mais ce qui peut se passer... Vrai ou faux? C'est vrai, il a raison. Il les a mis. C'est un défi qu'il leur a lancé. Les démocrates, c'est un défi que le chef de l'État leur a lancé. Et c'est ce qui peut rendre fiers ceux dont les Béninois peuvent être sûrs aujourd'hui. Les démocrates disposent d'une minorité de blocage. Et ils doivent l'exercer. Parce que quelqu'un me disait, et si on fait vote secret, est-ce qu'on est sûr des démocrates? Pourquoi on ne va pas être sûr d'eux? Pourquoi on ne va pas être sûr d'eux? On ne peut pas faire des erreurs politiques tout le temps. Donc aujourd'hui, par rapport à la position du chef de l'État, le chef de l'État renvoie la balle dans le camp des députés. Mais il faut le dire, comme Habib l'a évoqué tout à l'heure, et on voit mal les députés de la majorité en train de réagir, en train de poser un acte qui va contre la volonté du chef de l'État. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter Alassane. Pourquoi il faut Oui, parce que il dit que tout ce qu'il a fait, même en ce qui concerne écouter le mandat du chef de l'État, que lui en a parlé avec le chef de l'État avant de le faire. Et ça, on doit lui donner raison. C'est ce que je voulais lui dire. Est-ce que vous avez lu la proposition de révision constitutionnelle du député Hassan Seibou? Est-ce que selon vous, cette proposition est pertinente dans le contexte actuel? Je voudrais avouer ici, c'est comme les journalistes devant le chef de l'État hier. Moi, j'ai pas lu la proposition du chef de Hassan Seibou, honnêtement, parce que bon, voilà, je ne trouvais pas opportun, parce que ils sont tous allés voir le chef de l'État et c'est le BSL qui sort une proposition de modification de la Constitution, alors que les deux autres groupes parlementaires n'ont pas parlé de ça. Moi, ça ne m'avait pas forcément intéressé parce que je me suis dit que c'est une initiative qui va pas aboutir. Mais à partir de ce que le chef de l'État a dit hier, c'est possible que cette initiative aboutisse. C'est possible qu'elle aboutisse. Habib Arandessi. Alors, déjà, en 2000, je pense en 2021, oui, en 2020, on a fait les élections législatives en 2020 ou en 2021. Alors, en 2019 d'abord. Lorsque... Après, en 2023. En 2023. Alors, lorsque on n'installe pas, et nous avons fait ce débat, lorsqu'un député n'est pas installé, officiellement, il n'est pas encore un député. Mais lorsqu'on fait démissionner, par exemple, M. Diogbenou et M. Abdoulaye Biotchane, on les fait démissionner sans qu'ils ne soient installés. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses. Et l'opposition a bien vu. Et c'est la solution. Si nous n'allons pas sur ce terrain, on va tourner. Nous allons nous retrouver dans... Nous sommes dans l'impasse d'ailleurs. L'opposition, s'il vous plaît. Non, l'opposition. Oui. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous avons toujours dit. Quoi? Nous sommes dans une crise. Nous sommes dans l'impasse. Et quand on se retrouve dans l'impasse, on va s'asseoir.
Le chef de l'État consulte tout le monde. Non, c'est pas une consultation. Il faut il faut des assises. Il faut un dialogue ouvert, élargi à tous les acteurs de ce pays. Ce n'est pas un débat d'assemblée. Ce n'est pas un débat de rencontre en chef d'État et des groupes parlementaires ou bien des partis politiques. C'est une rencontre élargie. C'est des assises. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Lorsqu'on a voulu donner 45 jours au chef de l'État, en révisant la Constitution et en y mettant même des dates, et on a défendu ça sur des plateaux, on a crié, et qu'aujourd'hui, les mêmes tests nous conduisent à l'impasse, et qu'au nom de cette tête, des gens ont été en prison, des gens ont connu, il y a eu des affrontements, il y a eu des élections vraiment bizarres que nous n'avons jamais vues dans l'histoire politique de notre pays. Il y a lieu qu'on aille s'asseoir et qu'on fasse table rase et qu'on relance le pays, qu'on relance tout ce qui est politique, tout ce qui est base de ce pays, qu'on les relance. Et ce n'est pas seulement opposition mouvante. Moi, je voudrais qu'il y ait une assise élargie même à la société civile, parce que les gens ont tellement de choses à se dire. Aucun pays ne peut fonctionner ainsi. Maintenant, si les gens s'entêtent à faire ce qu'ils veulent, ils vont réviser la Constitution. Et s'ils révisent cette Constitution, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est les mêmes événements. On va assister peut-être à un troisième mandat, même si le chef de l'État le dit. Moi, je ne crois pas. Parce que plusieurs fois, écoutez, j'ai de très bonnes raisons. Comment une révision constitutionnelle est encore possible pour un troisième mandat tant qu'on n'a pas touché à cette phrase fétiche qui a été instaurée en 2019? Écoutez, j'ai suivi un débat où on dit dans tous les cas et en aucun cas. J'ai suivi un débat où on a dit dans tous les cas et en aucun cas. Et que dans tous les cas peut permettre à un chef d'État de revenir ou bien dans aucun cas. Donc il y a un débat de dans tous les cas et dans aucun cas. Vous pensez quoi? C'est-à-dire, un juriste, les juristes au Bénin sont des magiciens en fait. Vous voyez un juriste qui sort, qui dit non, mais la loi qui est proposée, voilà comment on peut l'interpréter. Et l'autre en même temps sort pour dire non. Il dit le contraire de ce que le premier a dit. Autrement, on met l'opinion publique dans une certaine confusion. Et ceux qui sont en face de nous, nous avons de très bonnes raisons pour ne pas. Même le chef de l'État, quand il parle, vous savez, tout ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que le chef de l'État a tellement parlé. Et au finish, nous nous rendons compte que rien n'est respecté par la suite. C'est comme si on nous a fait perdre du temps et puis on est allé faire autre chose. Et c'est bien dommage. Alors, Georges Anagono, sur la question du troisième mandat du chef de l'État, c'est clair. Est-ce qu'on doit encore polémiquer autour? Est-ce qu'il doit avoir encore des suspicions? Ouais, le chef de l'État l'a dit hier. C'est d'abord les cadres et les intellectuels béninois. Nous avons une constitution. La constitution a été claire. Et quand on a révisé en 2019, voilà des éléments positifs, on a verrouillé encore plus pour dire il n'est pas question. Puisque nous savons... C'est sous son égide que ça a été verrouillé. Oui, bien sûr, c'est sous son égide. On a verrouillé. Vous savez, le chef de l'État... C'est quand même extraordinaire. Ces deux prédécesseurs... C'est quand même extraordinaire. Attendez, je vais vous expliquer. Vous voulez que les auditeurs comprennent? Oui, que le chef d'État en fonction... Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Il y a une personnalité. Calmez-vous un peu. Le chef de l'État, plus que ses deux prédécesseurs, c'est lui qui n'a pas cessé de donner sa bonne foi par rapport au troisième mandat. Parce que les deux présidents ont été aussi soupçonnés quand ils ont parlé de la révision de la Constitution pour dire vous voulez réviser pour rester. D'accord? Et lui, dans la révision de 2019, il a au moins introduit cette phrase-là. D'accord? Pour qu'on puisse savoir que nul de son vivant ne pourra briguer plus de 2 mandats. D'accord? Il a fait ça. On peut se dire qu'il a fait ça, c'est fini. Pourquoi les gens soupçonnent encore? Pourquoi il est obligé de faire profession de foi à chaque fois? Oui, le chef de l'État va le faire. Pourquoi? Parce que les gens se rappellent qu'il avait dit en 5 ans, je vais faire le job. Je vais en faire éthique personnelle. Et j'ai expliqué dans le temps. Pour dire, en tant que chef d'État, en tant qu'individu, c'est ce que lui l'a dit. Mais il y a ce que la Constitution a retenu. Et il y a ce que ceux qui l'entourent ont retenu dans le temps. Et qu'on peut conclure aujourd'hui que le second mandat dans lequel il est aujourd'hui, c'est son droit constitutionnel. Par contre, le troisième mandat n'est le droit de personne, parce que la Constitution l'interdit.
À partir du moment où la Constitution l'a interdit, on ne pourrait pas se soucier pour dire, ah, est-ce qu'il va faire ça? S'il ne le fait pas, c'est nous tous, comme un seul homme, on doit sortir pour aller lui refuser ça. Et vous allez suivre les députés de la mouvance présidentielle qui sont sortis ces temps-ci, ils disent, moi-même, vous dit, moi-même qui suis ici, s'il le dit, je vais m'opposer à cela. D'accord? Donc, tout au moins pour ce matin, comme l'a dit le chef de l'État, on peut savoir que la question du troisième mandat est derrière nous. Et il a dit plus. Il dit, le Bénin n'est pas les autres pays. Le Bénin fait son petit bonhomme de chemin. Nous voulons donner de leçons à personne, mais il dit, ici c'est différent. Comme le disent les gens, nous sommes au 229 ici. Nous ne sommes pas ailleurs. Et donc notre constitution, elle est claire. Notre peuple est attaché à cette constitution-là. À partir de ce moment, la question effectivement du troisième mandat, on peut se réveiller ce matin et dire que c'est derrière nous. Le chef de l'État n'en veut pas. Et la constitution ne lui donne même pas droit dans la situation actuelle. Donc, on peut se permettre de dire que ce qui s'est passé pour son second mandat, on peut le mettre. Si ce n'est pas la question éthique et morale, dans le cas juridique, il était dans son droit de pouvoir avoir ce second mandat-là. Donc, il a eu. Et c'est fini. Mon second mandat, et lui-même le sait. Donc, je suis d'accord avec lui que c'est derrière nous la question du troisième mandat. C'est derrière la question du troisième mandat. Le chef de l'État a eu à regretter au cours de cette sortie médiatique ce qui se passe au Sénégal et annoncé pour très prochainement l'ouverture des frontières avec le Niger. Alors, je pensais qu'on allait réagir comme ce qu'on a fait face à la situation du Niger. Je pensais que le chef de l'État allait faire une déclaration pour parler de sanctions et autres, parce que ce qui se passe au Sénégal, c'est un coup d'État institutionnel. Alors, on ne peut pas réagir ainsi du moment où soi-même, entre-temps, on a décidé de s'offrir 45 jours. C'est la même chose, pratiquement. On donne plus de jours au chef de l'État, au pouvoir. C'est des coups d'État institutionnels. Non, c'est pas le même contexte. Non, mais écoutez, c'est pas le même contexte. Non, c'est le même contexte. Je vais vous expliquer. On a voulu organiser les élections générales. Quand ça a été retenu, on a suivi jusqu'à la fin. Non, on a utilisé en réalité. C'est la même chose qui se passe au Sénégal. Même si ce n'est pas le même nombre de jours, ce n'est pas les mêmes élections. Au Bénin, on n'a jamais fixé la date d'élection et ça s'approche, on dit on ne va plus. Non, mais c'est la. Non, ne prenez pas. On ne peut pas avoir une situation typiquement identique. Non, ce n'est pas identique, mais c'est la même chose. On a utilisé un parlement, s'il vous plaît. On a utilisé un parlement qui donne 45 jours au chef de l'État au nom d'une certaine réforme qui aujourd'hui est coincée, il faut le dire. C'est la même chose. On prolonge, on reporte les élections présidentielles, on envoie la balle à l'Assemblée nationale qui joue pour dire bon, c'est favorable et puis on vote une loi. La différence est où? C'est le même schéma. Donc, quand soi-même, on a été dans cette position, on ne peut pas justement... Ah bien, ce qu'on peut regretter aujourd'hui, on ne peut pas adresser les choses pour que nous puissions avoir les élections générales en 2026. C'était normal qu'il fallait avoir une élection générale dans notre pays un jour. Les élections générales doivent être décidées par tout le monde. Ce n'est pas l'histoire du chef de l'État. On a oublié de bien agencer les choses pour que ce qui se passe aujourd'hui ne se passe pas. Mais comparer ça à la situation sénégalaise, je pense que c'est à lire... Écoutez, on a oublié de bien agencer les choses quand on ne veut pas que ce qui appartient à tout un peuple soit discuté par le peuple. On a fait cette erreur, toutes les erreurs que vous voyez, s'il vous plaît. Le peuple n'a pas élu les députés en réalité, c'est-à-dire le peuple n'a pas eu la possibilité ou bien le choix de ces députés en 2019. Il faut reconnaître. Parce que si on avait... Ceux qui étaient allés voter, c'était leur droit. Non. Écoutez-moi, mais une partie de ce peuple n'a pas voté. C'est son droit aussi. Une partie de ce peuple n'a pas voté tout simplement parce que non, c'est la même chose, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, si on avait autour de ces élections générales, autour de ces réformes, autour de ces réformes dont le diagnostic est partagé de tout le monde, c'est-à-dire le diagnostic qui est présenté pour aller à la réforme du système partisan n'était pas un diagnostic
controversé ou bien tiré de gauche à droite. Nous étions tous d'accord. Nous avons tous fait le même constat. Les élections nous coûtent cher. Merci. Et nous avons pas réveillé des élections. Nous avons aussi fait le constat qu'il y a tellement de partis politiques dans ce pays qui n'animent pas la vie politique du pays. Nous étions tous d'accord. Mais au moment de la réforme, on s'est approprié cette réforme et on en a fait une histoire personnelle. Et c'est à là. C'est dans ça nous sommes aujourd'hui. Vous savez qu'aucune œuvre n'est parfaite non plus. Mais si, je pense que si on avait élargi ce débat à toute la classe politique, je pense que on allait régler ce problème. Il y a eu le dialogue. Oui, écoutez. Il y a eu un dialogue politique. Écoutez, le Sénégal, il n'y a pas une grande différence entre ce qui se passe au Sénégal et ce qui s'est passé au Bénin. C'est votre analyse. Écoutez, dans le même temps, on a jeté des potentiels candidats en prison, on les a déposés, on a trouvé quelque chose, on les a collés. Comment on a fait au Sénégal? Affaire de viol, affaire de ci, affaire de ça. Donc, c'est le même schéma qui est en cours. Sauf que le chef de l'État qui condamne les actes de Macky Sall, nous espérons qu'il ne fera pas la même chose ou bien dans un autre contexte et nous allons nous retrouver dans la même position à reporter des élections, à ne pas organiser les élections à bonne date. Et j'ai oublié Vous avez convaincu aujourd'hui que le problème de votre troisième mandat, c'est derrière nous? Non, moi, le chef de l'État, désormais, quelqu'un qui n'est pas capable de respecter, s'il vous plaît, j'ai oublié quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas capable de respecter sa promesse. Moi, je ne crois plus en cette personne. J'ai oublié quelque chose. Le président de la République pose un problème d'éthique, d'égalité et de légitimité par rapport au parrainage. Écoutez-moi très bien. En vrai, en 2026, les députés qui seront les élus ne seront pas réellement installés avant le dépôt des dossiers. En vrai, il y a un problème de date. Mais, écoutez, et il dit, entre-temps, ceux qui sont là aujourd'hui, peut-être n'auront plus la légitimité parce que certains iront aux élections et ne seront pas élus. Le peuple aurait décidé que ceux-là ne sont plus dignes de les représenter au Parlement ou bien au niveau des staffs communaux. Mais pourquoi eux-mêmes en 2023, on ne respecte pas? C'est-à-dire, les députés, je parlais de Djogbenou et de M. Abdoulaye Biotchane tout à l'heure. Ils n'étaient pas députés avant qu'on les fasse démissionner. C'est la même chose. C'est la même chose. C'était une interprétation. Donc, si on doit continuer le débat, c'est que même les députés de 2026 peuvent parrainer même sans être installés. Merci à Vivant ici. Alors, mais justement, c'est bien dommage. C'est dommage. Sur les propos du chef de l'État sur la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, très rapidement sur le regret du chef de l'État par rapport à la situation que traverse le Sénégal. Oui, vous savez, à partir de ce qui se passe au Sénégal, la démocratie n'est plus une citadelle en Afrique. C'est dommage. La démocratie est devenue ce système très fragile, et qu'on peut tordre le cou à ça à tout moment, aux règles. Et c'est dommage, parce qu'on regardait le Sénégal comme pays d'exemple en matière de démocratie en Afrique. Parce que il y a eu l'alternance régulièrement depuis Abdou Diouf et tout jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on pouvait se dire, en Afrique, il y a au moins le Sénégal qui résiste. Et ceux qui ont permis au Sénégal de résister, et Macky Sall qui avait dit, si on touche à une seule condition, on ira chercher le chef de l'État. Ou bien moi, je vais dormir dans la cour. Ça pose le problème des leaders politiques en Afrique. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et quand il ne s'agit pas d'eux, est-ce que c'est en ce moment qu'ils sont excellents? Et quand il est de leur temps maintenant, il dit, et c'est là aussi, c'est en cela que le président Talon est différent. Il s'agit, il ne tient pas compte du fait qu'il s'agit forcément de lui. Mais lui dit les choses telles que ça se présente. Vous voyez, aujourd'hui dans notre pays, ceux qui peuvent prendre leur responsabilité, ils viennent de dire que ce sont les députés qui prennent leur responsabilité. C'est dans leur camp qu'il a jeté le truc. Donc si demain il y avait modification de la constitution, on sait à qui s'en tenir, on sait que c'est aux députés qu'il faut que nous attendons. Donc au Sénégal, Macky Sall, qui avait, vous pouvez aussi parler de la Guinée, par rapport à Alpha Condé, qui a été un brillant protestataire, qui a été un brillant opposant, un brillant professeur, qui est venu au pouvoir et qui a trouvé qu'il faut que lui aussi il ait un troisième mandat. Vous voyez ce que je veux dire? Au Sénégal, la résistance a résisté par rapport au troisième mandat de Macky Sall. Et finalement,
il a dit, bon, je renonce. Même si la Constitution me donne droit, je renonce. Non, c'est que le peuple ne veut pas. Le peuple ne veut pas. Et ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse, comme on a fait au Bénin, limiter les mandats des chefs d'État. Parce que un coup d'État constitutionnel, moi j'ai écouté l'interview du président burkinabé et Traoré. Et si vous l'entendez ce qu'il dit, c'est qu'il accuse aussi, il dit, les gens qui maintiennent leur peuple dans la misère, qui martyrisent leur peuple, c'est eux qui viennent nous donner des leçons de démocratie. Il faudrait qu'ils puissent avoir des pays sur notre continent là, qui puissent donner des leçons de démocratie. Ce qui se passe au Sénégal, comme la dirigeante de... Parce que moi, tu savais, la dernière fois j'étais à Dakar, j'écoutais leur radio où on parle même d'offense au chef de l'État, ou bien offense en matière de presse, offense à un ministre de la République, et je dis, oh, ça... C'est ce qui bloque l'avancée de la démocratie, ça. Donc, ce qui se passe au Sénégal montre que la démocratie est devenue alors un système très fragile et que vous allez peut-être venir là tout à l'heure, mais que ça aussi, ça fait que j'étais d'accord avec le chef de l'État hier pour dire il faut une communauté, comme la CEDEAO, qu'on puisse chercher des règles qui permettent de donner la démocratie au peuple. Donc c'est ce que je pense, c'est tellement regrettable ce qui se passe au Sénégal, qu'on puisse voir que c'est un seul homme qui est en train d'organiser tout ça. Macky Sall, qui pense que, bon, après les autres chefs d'État, avec qui il a travaillé, lui aujourd'hui il est devenu l'omnipotent et que sans lui, le Sénégal ne peut plus exister. C'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage pour l'Afrique. Je crois qu'on aura le temps de revenir beaucoup plus en détail sur cette crise politique que traverse le Sénégal. Mais le chef d'État également a eu à opiner sur quelque chose qui intéresse beaucoup les Béninois, notamment la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Oui. En fait, voilà une situation qui... Le chef de l'État restant légaliste, moi j'aime son attachement et sa croyance à la communauté que nous formons au niveau de la CEDEAO. Personne ne peut exister tout seul. Et d'ailleurs, si on faisait ça, c'est qu'on allait laisser les peuples à la tyrannie des dirigeants. À la tyrannie des dirigeants. Et c'est pourquoi il demandait aux journalistes, est-ce que vous pensez que désormais la CEDEAO doit enlever quelque chose? Non. Quelqu'un me disait que en Europe, l'Union européenne ne s'est pas occupée de ça. Non. L'Union européenne a fixé des règles. Lorsque vous allez entrer dans l'Union européenne, c'est qu'on va voir que la démocratie est à un certain niveau dans votre pays. Sinon, vous n'allez pas entrer dans l'Union européenne. C'est ça qui bloque certains pays jusqu'à aujourd'hui. Donc, la CEDEAO devait fixer des règles, comme elle a fait, et ces règles-là devaient être respectées. Par exemple, comme cela a été exposé hier, les chefs d'État se sont réunis pour prendre une décision. Même la décision de sanctionner les États qui sont au niveau du Sahel aujourd'hui, tous ces pays-là ont signé. Parce que le président était en poste en ce moment-là. Les présidents qui étaient en poste ont signé avant qu'on en arrive là. Et aujourd'hui, c'est eux qui protestent. Et le chef de l'État a dit, les sanctions ne sont pas faites pour durer. Les sanctions, quand vous arrivez, le mécanisme est ainsi fait au sein de la CEDEAO. Si quelque chose comme ça arrive, eh bien la CEDEAO se réunit pour prendre les gardes, pour poser les conditions. Et le pays, les dirigeants de ce pays-là se réunissent pour dire, d'accord, nous avons juste voulu rétablir l'ordre et dans 8 mois, nous avons fini. Lorsque vous vous rapprochez de la CEDEAO et que vous dites, bon, vous avez raison, mais il y avait des situations spécifiques qu'on a voulu régler, en 6 mois, on a fini. Alors, on s'entend et on lève les sanctions. C'est ce qu'on attendait d'eux, mais la situation d'aujourd'hui est différente. Pourquoi? Ces pays, il y a comme un vent de protestation contre l'ancien colonisateur, qui était l'autre protestation. Et ce vent-là est arrivé, et un autre colonisateur, moi je l'appelle, est en train de donner, c'est la Russie. Donc ces pays-là ne sont plus dans la situation où on est avant, où même le colonisateur va faire pression. Le colonisateur qu'ils ont aujourd'hui ne fait plus pression. Et c'est lui qui les encourage d'ailleurs à sortir de cette manière-là. Là, la situation est devenue complexe et ça gêne beaucoup le chef de l'État. Et il a dit, ce ne sont pas les peuples qui qui ont de problèmes. Les peuples veulent vivre ensemble. Oui. Le peuple nigérien, le peuple béninois veulent vivre ensemble. Ce sont les dirigeants qui ont des divergences de vue. Et ces divergences de vue-là, de point de vue, ne devaient pas influer sur la vie des peuples. Le président Patrice Talon annonce pour très prochainement la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Est-ce que vous pensez que les autorités nigériennes doivent être aptes aujourd'hui à accepter cette main tendue-là, qui quand même, avouons-le, leur est tendue depuis En fait, le chef de l'État, face à la difficulté du peuple béninois, reste optimiste. Aujourd'hui, le président du Burkina, dans son interview, disait que la situation, la création de l'AES, c'est ça, est irréversible. S'il dit ça, c'est qu'il ne laisse plus la porte ouverte
pour les négociations, alors que les négociations doivent démarrer pour qu'on puisse faire. Est-ce que le chef de l'État, il demandait hier, est-ce que le Bénin va se lever tout seul et ouvrir sa frontière et laisser les autres? Je pense que nous sommes dans une communauté et le chef de l'État, le travail qu'il va faire, c'est de travailler envers les autres membres de la CEDEAO pour dire, bon, nous avons des difficultés spécifiques au Bénin, voilà là nous en sommes, nous on aurait voulu qu'on procède et autrement à la négociation parce que le chef de l'État l'a dit, quand ils ont fait, les autres ne sont pas revenus à la table pour dire, par rapport à vos exigences, voilà ce que notre pays décide de faire et on allait étudier et rouvrir le frontière. Ils ont refusé, je viens de vous expliquer. Ils ont un autre mentor derrière qui est la Russie. Habib Arandessi, par rapport à cette situation assez complexe et tumultueuse liée à l'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, le chef de l'État, depuis un bon moment déjà, notamment lors du discours sur l'état de la nation, avait affiché sa bonne volonté pour que cette situation soit close, mais on a comme l'impression qu'au niveau du Niger, la tension ne veut pas baisser. Mais aujourd'hui, face à cette volonté manifeste du chef de l'État que les relations reprennent, il a eu à exprimer sa position, il l'a justifié par le passé. Est-ce que vous ne pensez pas que, en bon patriote aujourd'hui, il faut que tout le monde unanimement concourt à l'effectivité de cette volonté? En bon patriote, oui, parce que l'ouverture des frontières, c'est pour le bien-être de tous, c'est pour tout le monde. La libre circulation des biens, des personnes, des services et autres, c'est pour tout le monde. Mais c'est ce que j'ai toujours dit avant de prendre certaines positions. Il faut faire beaucoup d'analyses géostratégiques, géopolitiques et autres. C'est ce que notre président n'est pas arrivé à faire. Il s'est tellement engagé dans le respect des décisions de la CEDEAO sans tenir compte de certains paramètres. Et voilà là où ça nous a malheureusement conduit. Nous espérons que les autorités du Niger vont aussi agir pour le bien-être du peuple du Niger, parce que la fermeture, ce n'est pas seulement nous qui payons le prix. Il y a le peuple du Niger également qui en souffre. Donc, vivement que les autorités du Niger agissent dans le sens du bien-être de nos deux peuples, afin que les frontières soient ouvertes. C'est vrai que c'est un peu compliqué dans un contexte où il y a la création d'une nouvelle communauté. En dehors de la CEDEAO, c'est un peu compliqué. Il y a tellement de choses, en tout cas. Tellement d'enjeux. Voilà, tellement d'enjeux. Et nous sommes un peu sceptiques par rapport à l'ouverture d'esprit des autorités du Niger pour ce désir. Mais je crois que si tous les Béninois sont unanimes, sont unis derrière cette volonté, ça serait quand même possible, puisqu'il y a quand même des Béninois, des acteurs politiques béninois, des influenceurs politiques béninois qui ont des entrées au Niger. Nous avons des engagements communautaires. Ouais, c'est vrai. Ils discutent avec les autorités actuellement en place. Oui, je suis d'accord qu'on se mobilise en bon patriote pour que cette situation soit rapidement dénouée. Mais il y a la question géopolitique qui est une question qu'on ne veut pas analyser comme ça, banalement comme ça. Donc, il y a la Russie, il y a la France, il y a beaucoup de choses. Vivement qu'on trouve une porte de sortie pour le bien-être de nos deux peuples. Voilà. Pour nos deux peuples. Merci à vous, chers débatteurs. Je crois que on doit bousculer un peu les habitudes parce que le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. Il y a un autre sujet qu'on a annoncé à l'entame de cette émission, notamment les mesures qui ont été prises par la hiérarchie de la police républicaine en vue de réduire considérablement les accidents de circulation sur nos routes et également en vue de sécuriser les citoyens, parce que lorsqu'une moto est matriculée, quand même, lorsqu'elle est volée, quand même, ça permet quand même de vite la retrouver également. Et pour la sécurité des uns des autres, ils ont désormais exigé que début mars, désormais, lorsque le passager n'a pas son casque, la moto sera arraisonnée. Georges Anagonou, on connaît un peu vos fonctions et également votre engagement dans cette lutte visant à réduire un peu les accidents sur nos routes. Que pensez-vous de cette décision qui a été prise par la hiérarchie de la police républicaine conjointement avec la direction générale du Centre national de sécurité routière? Oui, merci. C'est que ce qui va se passer à partir de mars, c'est ce que nous appelons des campagnes, d'accord, de sensibilisation. On lance une nouvelle campagne qui a été lancée depuis que la réunion a eu lieu. Vous pensez qu'il y aura une campagne ou bien les policiers vont se La campagne est déjà en cours parce que
au niveau du Centre national de sécurité routière, nous ne faisons que de l'éducation routière. Et dans nos sens, nous avons toujours invité les gens à porter le casque. Et un jour, le conducteur porte le casque, mais c'est pas lui seul qui est en danger. Le passager aussi est en danger. Donc, il faut passer au passager. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Traverser la frontière, arriver au Togo, vous allez voir que c'est comme ça que ça se passe. Le gars, le Zemi Diamant, a casse supplémentaire et accroché à sa moto. Il a le casque supplémentaire, mais est-ce que pour des questions d'hygiène, non, c'est faux. Personne n'a jamais démontré, en fait. C'est ce que les gens disent. Mais c'est faux. C'est faux. Et le casque ne transmet pas de maladie. C'est pourquoi je vous ai dit, partout où vous allez trouver, c'est comme ça. Donc, pour faire face, nous avons l'étape qu'on avait franchie, c'est que nous avons forcé les conducteurs à porter du casque. Mais ils ne sont pas les seuls en danger. Il y a les passagers aussi qui sont en danger. Donc, c'est l'étape suivante. Et c'est à ça que nous sommes aujourd'hui, à ce que les gens puissent porter les casques. Et ce qui se passe par rapport... Pourquoi nous mettons le tout ensemble dans une question sécuritaire? Nos jeunes dames avec le bel tresse et autres. Vous savez, il y a à peu près 5 ans ou 6 ans, on avait lancé un concours. Et c'est une dame qui avait un concours de films de sécurité routière. Et c'est une dame qui l'avait remporté. Parce que elle avait mis en scène cette histoire des femmes qui, à cause de leurs chevelures, ne veulent pas porter de casque. Ou les hommes à cause de leur... Voilà. Et quand il faut accident, les hommes, on les regarde même pas. Mais c'est surtout au niveau des femmes. Donc, du coup, à cause de ça, elle avait remporté le prix. D'accord? Pour montrer que les femmes doivent porter de casque. Votre vie n'a pas de prix. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça notre travail de tous les jours. De pouvoir expliquer aux gens. Par rapport au numéro de moto, vous vous rappelez quand on avait lancé ça? L'ANATT avait dit, il y a plein de plaques là-bas et les gens ne viennent pas chercher. Donc, il fallait chercher. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi il dit, la date qui est donnée jusqu'à mars... Ça fait quand même un moment que la police quand même alerte, avertit par rapport à cette situation. Très bien. Tout ça là rentre dans la campagne de sensibilisation. Et donc, le délai qui est donné aujourd'hui, c'est pour que les gens puissent se mettre en règle. Que les gens puissent aller au niveau de l'ANATT, retirer leurs plaques et les fixer sur leur moto. Vous savez, dans la circulation, il y a des obligations. Ces obligations-là, vous devez les respecter. Si vous ne les respectez pas, ne rentrez pas en circulation. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous voulez entrer en circulation, eh bien, il faut porter votre casque et celui que vous a pris doit porter. Et votre moto doit être identifiée. Et l'identification se fait par rapport à la plaque. Donc, c'est des trucs qui existaient et que nous faisons régulièrement de campagne. Et aujourd'hui, je voudrais le dire encore une fois de plus, en sécurité routière, la répression, elle est pédagogique parce qu'elle rappelle à l'usager qu'il doit quand même respecter une certaine règle. Habib Arandessi, désormais, comme je le disais tantôt avec Georges Anagonou, vous ne pouvez plus, vous, lorsque vous venez ici, par exemple, ceux que vous remarquez, qui vous accompagnent à l'émission, ils doivent porter leur casque de sécurité. Vous-même, vous devez forcément porter votre casque de sécurité. Votre moto doit être immatriculée et vous devez rouler conformément au couloir de circulation qui vous est dédié, conformément aussi à l'engin que vous avez sous vos fesses. Ouais, c'est pour notre bien-être, hein. C'est à saluer, même si le ton utilisé était un peu poignant. Dur, voilà, il s'agit de la police. Voilà, c'est pour le bien-être de tous. Parce que le directeur général de la police allait jusqu'à même mettre en garde également les éléments des forces de défense et de sécurité, les militaires également, que même sur les militaires. Et aussi les motards, voilà. J'ai écouté. Je pense que nous devons tous respecter ces mesures pour notre bien-être. Parce que quand nous portons le cas, ce n'est pas le policier qui est au carrefour que nous protégeons, c'est nous-mêmes. Hein? C'est notre protection, c'est notre sécurité. Et quand vous êtes à deux, l'accident ne dit pas celui qui est derrière n'aura aucun souci. Non, vous êtes tous engagés dans l'accident. Et des fois, celui qui conduit n'a aucun souci. C'est celui qui est derrière qui reçoit le coup. C'est normal donc que les deux passagers soient en sécurité, portent leur casque. Et je voudrais faire 2 propositions rapidement sur ce plateau. Alors, il se pose le problème de situation socio-économique du pays. Et je voudrais juste après que cette décision a été rendue publique, on a une équipe de reportage de TV a sillonné un peu la ville de Cotonou et des opinions des citoyens. On a recensé le fait qu'ils estiment qu'après que cette mesure soit édictée par la police républicaine, les prix des casques vont flamber.
Et donc, face à la situation socio-économique, voilà, donc, aujourd'hui... donc c'est exactement ce que je voudrais dire. Il faut que l'État, le gouvernement en place, oui, prenne des mesures pour que tout le monde soit en mesure d'avoir un casque, un bon casque. Parce tu peux porter un casque et faire un accident et avoir de problèmes. Parce que les casques qui se vendent aujourd'hui à 4 000, 5 000, c'est des cas, des fois, quand ça tombe, ça se casse d'eux-mêmes. Et donc, ça pose un problème de sécurité. Et l'autre chose, je voudrais, puisque M. Anangonou est là, je voudrais qu'il y ait un programme pour intégrer, pour inclure dans ces genres de campagne des gens qui ont de l'audience dans ce pays. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Vous parlez des amis TikTokers? Oui, non, pas seulement TikTokers. Quand on dit les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a même WhatsApp, il y a d'autres réseaux. Et vous voyez, même en politique aujourd'hui, les gens ont compris la campagne électorale. Vous avez compris que à cause d'un certain nombre de situations, on est obligé de ramener la campagne sur les réseaux sociaux. Et regardez, lorsque vous ouvrez un live sur TikTok ou bien sur Facebook, des gens qui réunissent des milliers de personnes. Vous avez 2000 personnes connectées, 3000 personnes connectées. Un petit message. Même s'ils sont 3000, il y a des gens qui ne respectent pas ces genres de règles. Imaginez. Des gens vont commencer par se dire, attention, c'est quelqu'un que nous aimons, c'est quelqu'un que nous suivons chaque jour, qui nous invite à sécuriser notre vie, afin qu'on soit toujours sur ces genres de live et qu'on soit toujours dans les débats. Donc, il faut que vous puissiez le faire, identifier un certain nombre d'influenceurs, de faiseurs de contenu, d'activistes, voilà les différents acteurs qui animent les réseaux sociaux, les influenceurs, les activistes, les faiseurs de contenu. Et dans les faiseurs de contenu, vous avez les humoristes, vous avez les comédiens, il y a plein de profils. Ça va beaucoup aider ces sensibilisations. Voilà, donc merci à vous, Habib Arandessi, aux structures en charge de la sécurité routière au Bénin. Routière au Bénin, au CNSR. Joseph Anangonou, très rapidement pour finir. Alors, les casques que l'on craint qui deviendront subitement chers, parce que désormais, vous n'avez pas un casque, vous vous faites arrêter. Pour ceux qui sont très attentifs à leur hygiène, ne vont pas vouloir quand même utiliser le casque que tout le monde porte sur les étudiants. Donc, chacun doit avoir son casque sous le bras en se promenant. Alors, on doit se procurer un casque, un bon casque. Déjà, il est déjà dit que les casques n'ont pas haussé le prix. Qu'est-ce qui est pris comme disposition au niveau du CNSR ou au niveau des autres organisations non gouvernementales qui agissent dans le domaine pour que quand même le citoyen puisse avoir accès à ces casques-là en toute simplicité? Non, il y a très longtemps déjà que le gouvernement avait pris une décision déjà qui avait posé qu'on ne pourrait plus vendre une moto sans son casque. Ça, c'est une décision qui existait déjà. Oui, mais pourquoi pas la moto n'est pas vendue avec deux casques, puisqu'on sait que la moto... Peut-être qu'on peut y arriver, mais ce qui est plus facile, déjà, c'était qu'on puisse obliger les vendeurs de motos à ajouter un casque à leur moto. Et donc, ça se faisait déjà, d'accord? Je voudrais aussi dire à Habib que toutes les propositions sur la table seront étudiées, et toutes les possibilités à utiliser. Vous savez, la sécurité routière, la prévention routière se base essentiellement sur la com. Et la com aujourd'hui ne se fait pas sans les réseaux sociaux. Et donc, nous faisons déjà ce que nous pouvons faire, mais s'il faut aller loin, on ne tardera pas. S'il y a des propositions qui viennent, eh bien, le Centre national de sécurité routière va les étudier pour faire cela. Nous n'exigeons pas aujourd'hui, la police ne regarde pas la qualité de votre casque, ça c'est vrai. Mais c'est l'individu même qui veut se protéger. Et il doit savoir que ce que je dois prendre pour me protéger, et quel que soit le prix protégé, maintenant je dois payer. Aujourd'hui, un casque homologué coûte autour de 25 000. D'accord? Un casque homologué. Un casque homologué ailleurs et que nous avons amené ici. 25 000, c'est beaucoup quand même pour certains véhicules. Vous savez, c'est le salaire de c'est pour ça que... pratiquement la moitié d'autres. En tenant compte des moyens dont disposent les gens du moins, et des orientations des Nations Unies, nous ne commençons pas l'éducation pour le port de casque, pas le fait que les gens doivent porter de casque homologué. On ne commence pas ça. Moi, en fin d'année, j'étais à Marrakech, et puis le directeur de la zone de Marrakech a pris une décision, par exemple, parce que il y a beaucoup là qui portent pas le casque. Beaucoup là-bas qui portent pas le casque. Donc, ils ont pris une décision, c'est que la région va acheter 10 000 casques pour faire une promotion de port de casque cette année. D'accord? Il faut que les chefs d'entreprise aussi soient également
Et donc, c'est tout le monde qui devrait chercher à participer à la lutte. C'est pas seulement la police, c'est pas seulement la chose. Là, ce que nous faisons, la police et le Centre national de sécurité routière, c'est d'expliquer aux gens qu'un jour, la répression doit venir et la répression suit nécessairement la sensibilisation en sécurité routière. Merci à vous, Georges Anagounou. Merci également à Habib Baronissi. J'aurais bien aimé continuer encore, mais le temps est arrivé à échéance. Merci à vous, socio-anthropologue, analyste politique. Merci à vous. Merci également aux militants activistes de l'opposition. Merci à Habib Baronissi. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. Vous, grâce à qui nous il faut demander à Habib Baronissi de commencer par mettre les questions de sécurité routière dans ces TikTok. tous les samedis, dans ces lives, pour ces émissions. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine pour l'inviter.